Bonsoir à tous, nous allons démarrer le webinaire. Je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement et que vous me voyez bien? Il me semble que oui. Ravi de vous voir si nombreux. Vous êtes un peu plus d'une cinquantaine à nous avoir rejoints. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Renaud Pestre. Je suis un des deux cofondateurs de Préto. Si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez déjà un peu, mais en un mot, on est une fintech qui s'est spécialisée sur le sujet du crédit immobilier. On a la chance d'accompagner tous les ans un grand nombre d'acheteurs dans leur recherche de financement immobilier. On a souhaité vous proposer ce nouveau webinaire consacré au sujet du crédit immobilier parce qu'on est en ce moment dans un contexte très particulier. On a vécu une année 2020 pour le moins mouvementée avec la crise du Covid, mais aussi les évolutions que le marché a connues en 2019. Beaucoup de choses ont donc bougé et vous posez des questions sur les impacts de cette crise sur votre finançabilité, sur votre capacité à faire un crédit. Certains d'entre vous ce soir sont aussi des professionnels de l'immobilier, donc vous êtes déjà au fait de certaines choses que je vais raconter ce soir, mais vous avez aussi des questions parfois plus précises et donc je serai ravi de vous y répondre. Olivier me signale qu'on ne m'entend pas très bien. Je vais continuer, Olivier, et si c'est trop problématique, je te propose de me le signaler. Merci, Vincent. Il se trouve que Préto a lancé cette année un Data Lab. C'est un effort spécifique qu'on a choisi de mener pour informer le marché, donc pour vous informer tous sur les évolutions du marché du crédit immobilier. Comme vous le savez sans doute, on a la chance d'avoir un très grand nombre de visiteurs sur notre site qui réalisent des simulations de crédit. Et on a évidemment l'occasion d'avoir des échanges très réguliers avec un grand nombre de banques. Donc on a la chance d'avoir une position un peu centrale sur le marché qui va nous permettre de rassembler de l'information assez complète sur l'évolution du marché qu'on va vous présenter ce soir. Voilà, donc je vais vous décrire un peu l'état du marché, je vais vous donner des conseils sur les meilleurs moyens de faire passer vos demandes de crédit immobilier en banque. Tout au long de la présentation, je vous propose de me poser vos questions dans le chat ou dans le petit module de questions. Vous êtes déjà un certain nombre à nous avoir posé des questions qu'on a bien notées et sur lesquelles je vais revenir au cours de la présentation. Et vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui seront posées. Ça me permettra de bien les prioriser et de m'assurer qu'on ne perd pas de temps. Voilà. Pour commencer, un petit état des lieux du marché. On va commencer par les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que les taux immobiliers restent très bas, historiquement bas. On avait démarré l'année sur des records historiques. Depuis, malgré la crise du Covid, les taux n'ont pas augmenté de manière significative. On est vraiment sur des hausses qui sont de l'ordre de 0,2 points. On est donc sur une situation qui n'a rien de comparable avec ce que le marché a connu en 2008, par exemple, où du jour au lendemain, les banques ne souhaitaient plus prêter et pour fermer les robinets, avaient augmenté fortement les taux. Donc on est encore aujourd'hui sur des taux qui sont jusqu'à un peu plus de 1% pour des beaux dossiers et des beaux profils sur 20 ans. Ça peut monter jusqu'à 1,5% pour des taux un petit peu plus ordinaires. Sur 25 ans, vous pourrez trouver des crédits jusqu'à 1,2, 1,3% et sur 15 ans jusqu'à 0,9%. Je ne vais pas rester plus longtemps dans les généralités sur les taux. Vous le savez, le taux immobilier que vous pouvez négocier pour un projet dépend fortement de votre situation. Je vous invite à vous rendre sur la page taux immobilier que vous pourrez trouver sur le site de Préto qui vous permettra d'avoir des estimations un peu plus précises en fonction de vos revenus et de votre région notamment. Deuxième bonne nouvelle sur les délais de réponse des banques qui sont revenus à la normale. On a connu pendant la période de confinement un très fort engorgement des établissements bancaires qui, du jour au lendemain, ont complètement bouleversé leur organisation. Les dossiers étaient donc particulièrement lents à sortir et on a vu des projets prendre beaucoup de retard. La bonne nouvelle, c'est que même après les vacances d'été, on est aujourd'hui complètement revenu à la normale, c'est-à-dire des délais de 10 à 20 jours en moyenne pour avoir une réponse bancaire et des accords de principe. Venons aux nouvelles un peu moins réjouissantes qui caractérisent l'année 2020. La première et la plus importante, c'est le durcissement des conditions d'octroi de crédit qui sont en fait la résultante d'une recommandation qui a été prise par le
Haut Conseil de la stabilité financière à la fin de l'année dernière, dans un contexte économique qui est radicalement différent de celui d'aujourd'hui. C'était un contexte où le gouvernement avait des inquiétudes sur la progression très forte du taux d'endettement des ménages et où la production de crédit immobilier atteignait des records historiques. Donc le gouvernement a fixé des recommandations qui sont prises par les banques comme des limites très fortes. Ces recommandations sont les suivantes. D'abord, limiter assez strictement le taux d'endettement que les emprunteurs peuvent prendre à 33%. On y reviendra en grand détail, mais ça signifie que vos mensualités ne peuvent pas dépasser un tiers de vos revenus tels qu'ils sont pris en compte par les banques. Ça, c'est le premier aspect qui est radicalement différent de ce qui se faisait avant cette recommandation. Et le deuxième aspect, c'est la durée maximum du crédit qui est fixée à 25 ans. On avait auparavant des emprunteurs qui empruntaient facilement sur des durées plus longues, de 30 ans. On voyait même parfois 35 ans. C'était des durées qui étaient certes réservées à des emprunteurs plus jeunes, mais qui étaient néanmoins accessibles. Aujourd'hui, c'est totalement exclu. Le troisième point, qui intéressera plus particulièrement ceux d'entre vous qui font des investissements locatifs, on avait précédemment à notre main un dispositif qu'on appelle l'endettement différentiel, qui permettait aux investisseurs de retrancher les loyers qu'ils percevaient de leur mensualité de crédit, et donc d'avoir un taux d'endettement réduit. Aujourd'hui, ce dispositif n'est plus que très rarement pratiqué par les banques, qui calculent un taux d'endettement classique. La conséquence étant que si vous remboursez un crédit sur votre résidence principale, vous aurez plus de difficultés à faire de nouveaux crédits pour vos investissements. On a construit chez Preto, dans le cadre du Data Lab dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle un indice de finançabilité. C'est un indice qui nous sert à évaluer la part des projets qui, à un instant T sur le marché, sont finançables. Pour faire simple, on a 100 personnes qui rentrent dans le parcours de simulation que nous avons construit. On compte sur ces 100 personnes combien sont effectivement finançables. Aujourd'hui, notre indice de finançabilité est de 71%. Je vous montrerai juste après comment cet indice a évolué dans le temps. Ce qui est significatif, c'est que cet indice varie énormément par type de projet. Il est à 75% pour les résidences principales, mais il n'est que de 46% pour les résidences secondaires et de 54% pour les investissements locatifs. Donc, les projets de résidence principale sont aujourd'hui nettement favorisés par les établissements bancaires. À noter, en lien avec la recommandation du HCSF, mais de manière plus générale, suite à une politique plus prudente pratiquée par les banques, qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'emprunter sans apport. C'est une autre vraie différence par rapport à la situation qu'on connaissait en 2019. Aujourd'hui, vous devez couvrir les frais qui sont liés à votre projet. Donc précisément, il s'agit des frais de notaire, mais aussi des frais de garantie, qui, quand vous achetez dans l'ancien, s'élèvent à 8, 9, 10% de votre projet. Donc aujourd'hui, si vous démarrez un projet immobilier dans l'ancien, sachez que vous devez avoir de côté un minimum de 10% de l'apport, un minimum de 10% du montant du projet en apport. Comme promis, voilà une petite vision de l'évolution dans le temps de cet indice de finançabilité. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'indice de finançabilité spécifiquement pour la résidence principale, qui constitue quand même le plus gros du marché, donc c'est la courbe la plus importante. On voit que pendant le confinement, on a perdu un peu plus de 5 points, ce qui est très significatif. Donc il y a eu quand même pendant un moment toute une frange de la population qui n'était plus finançable, ce qui était très problématique. Aujourd'hui, on est un peu revenu à la normale sur cette dimension-là. Par contre, sur l'investissement locatif et sur la résidence secondaire, on voit que la période a été particulièrement compliquée pendant l'été. Sachant que le marché est plus difficile, qu'il est plus compliqué aujourd'hui d'obtenir un crédit qu'il y a un an, quels conseils pouvons-nous vous donner pour vous aider à faire le projet que vous avez peut-être néanmoins envie de faire? Comment convaincre les banquiers? On a décidé de vous apporter ici quelques recommandations. Le premier élément, c'est si on zoome un petit peu sur ce critère des 33% que le gouvernement impose aux banques, on se rend compte que la conséquence de ce critère, c'est qu'il faut être très attentif dans le calcul de vos revenus. Puisque, je vous le rappelle, le taux d'endettement, c'est la différence entre vos mensualités de crédit et vos revenus. Si vous prenez en compte tous vos revenus, y compris vos revenus locatifs, y compris vos revenus variables, vous allez augmenter un peu les revenus qui seront pris en compte et donc réduire le taux d'endettement. Quand on dit bien calculer le revenu, ça veut aussi dire ne pas se contenter de regarder
le montant que vous recevez après impôt tous les mois sur votre compte en banque, surtout pas. On va regarder le net avant impôt, qui figure sur vos bulletins de salaire, donc avant impôt sur le revenu. Et même, pour les plus avancés, je vous conseille de regarder votre net imposable, qui inclut les frais que votre entreprise vous rembourse peut-être si vous êtes salarié. Si vous êtes professionnel, si vous êtes libéral, si vous êtes chef d'entreprise, votre calcul de revenus est encore plus complexe puisqu'on va regarder votre situation sur les 3 dernières années. Dans ce cas, je vous recommande tout particulièrement de vous rapprocher d'un expert, d'un courtier qui vous accompagnera pour très bien présenter vos revenus. Deuxième élément pour vous aider à gérer la limite de 33% du taux d'endettement, c'est celui de vos crédits en cours, puisque vos crédits en cours vont faire partie du calcul de votre taux d'endettement. Si vous avez déjà des crédits à la consommation, des crédits étudiants, des crédits auto, etc., si vous avez d'autres crédits immobiliers, ces crédits vont clairement alourdir votre taux d'endettement, mais vous avez des solutions à votre main. Si vous avez un peu de trésorerie suffisamment pour préserver les 10% d'apport, vous pouvez peut-être solder ces crédits, notamment s'il vous reste peu de temps pour les rembourser. Vous pouvez aussi les moduler, c'est-à-dire vous pouvez demander à la banque ou à l'établissement de crédit de les rallonger. Autre possibilité, vous pouvez demander à la banque de lisser le nouveau crédit sur ses anciens prêts. C'est-à-dire, pendant la période pendant laquelle vous continuez à rembourser votre ancien crédit, diminuer la mensualité du nouveau crédit. Ça devient un peu technique, c'est un autre sujet sur lequel je vais vous conseiller de vous faire accompagner. Dernière possibilité, proposez à la banque que vous rejoignez pour un nouveau crédit immobilier de racheter tous vos crédits d'un coup. C'est parfois l'occasion, au passage, de faire des économies en allongeant vos crédits et de réduire du coup vos mensualités. Troisième possibilité, pour gérer le sujet des 33% de taux d'endettement, si vous êtes certain d'avoir des revenus qui vont progresser dans le futur. Par exemple, c'est le cas des internes en médecine ou de certaines catégories de fonctionnaires qui ont des grilles qui sont très bien connues à l'avance. Alors, dans ce cas, vous pouvez demander à la banque de vous accorder un prêt à palier avec des paliers progressifs. Au-delà du premier élément dont on a parlé, les 33% d'endettement maximum, le deuxième point clé dont j'ai déjà un peu parlé, c'est celui de l'apport. Vous devez strictement couvrir les frais pour avoir un dossier qui a toutes les chances de sortir en banque et d'être bien reçu. Donc, votre apport doit couvrir vos frais de notaire, vos frais de garantie et éventuellement les frais de dossier que vous pouvez avoir à la souscription de votre crédit immobilier. Si, par chance, vous avez plus d'épargne, sachez qu'en augmentant votre apport jusqu'à un seuil, par exemple, de 20%, qui est un seuil symbolique assez fort, vous aurez l'opportunité de baisser encore plus votre taux. Si vous n'avez pas ces 10% d'apport, rapprochez-vous d'un courtier. Il n'est pas impossible que vous trouviez un crédit, mais sachez que ce sera nettement plus compliqué. L'idéal serait, si c'est possible pour vous, de faire appel à des membres de votre famille qui peut-être peuvent vous soutenir pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Ensuite, au-delà de votre situation financière que vous n'allez pas pouvoir radicalement changer pour votre crédit, il y a aussi un enjeu de communication à l'égard de la banque. Premièrement, vous devez faire la preuve que vous gérez bien vos finances. Quand vous allez faire votre crédit immobilier, votre banquier va vous demander vos 3 derniers relevés de compte et il va scruter ce que vous allez lui envoyer. Il va essayer d'évaluer si vous gérez vos comptes bancaires en bon père de famille, comme on dit. La première chose qu'il va vérifier, c'est que vous n'êtes jamais à découvert. S'il vous plaît, faites très attention, faites des virements entre vos comptes pour ne jamais passer à découvert et ne jamais avoir d'agio avant de demander un crédit immobilier. Par ailleurs, il va s'assurer que vous n'avez pas pris un trop grand nombre de crédits à la consommation et il va aller regarder des petits indices. Par exemple, éviter de faire trop de jeux d'argent ou de paris en ligne avant de faire un crédit immobilier. Éviter de faire des grosses opérations de virement ou de retrait ou de dépôt en cash qui peuvent lever des questions, en tout cas pendant les 3 mois avant votre demande de crédit. Un deuxième aspect qui va participer à la qualité de votre dossier, ce sont les contreparties. Vous le savez peut-être, quand un banquier vous accorde un crédit immobilier et réalise une marge assez faible sur ce produit. Il faut donc que vous acceptiez de jouer le jeu, c'est-à-dire de souscrire à d'autres produits que le crédit immobilier dans la banque où vous demandez votre crédit. Le plus favorable pour le banquier, c'est si vous souscrivez à des produits d'épargne, idéalement un contrat d'assurance vie, mais même un livret A ou même des comptes pour vos enfants, ça peut faire la différence. Des assurances. Évidemment, l'assurance emprunteur, le banquier appréciera que vous preniez son contrat d'assurance emprunteur, mais n'oubliez pas le contrat d'assurance habitation, qui peut faire la différence. Si jamais vous êtes libéral, si vous avez une entreprise, sachez qu'en domiciliant vos comptes pro, vous pouvez faire toute la différence. En disant à votre banquier, je regroupe tout chez vous, vous pouvez vraiment emporter son adhésion, donc lui donner envie de pousser votre dossier et de vous accorder un meilleur taux. De manière générale,
tout est affaire de communication. Il est important de bien expliquer, de bien présenter votre projet, de montrer votre sérieux. Et c'est important d'avoir le bon interlocuteur. Tous les banquiers, à un instant T, ne sont pas nécessairement en recherche de nouveaux clients, ne sont pas forcément intéressés pour faire du crédit immobilier. Pour cela, notre conseil, c'est de vous faire accompagner par un intermédiaire, par un courtier, comme Préto, qui a l'habitude d'avoir un grand nombre de banquiers partenaires et qui sait à un instant T qui recherche des nouveaux clients et qui va donc traiter votre dossier avec un œil le plus favorable possible. À ce sujet, vous imaginez que dans le contexte actuel, les vendeurs et les agents immobiliers sont particulièrement prudents quand ils voient un acheteur faire une offre. Ils vont vouloir que l'acheteur ne montre patte blanche et ils vont vouloir s'assurer qu'il ait réellement la capacité à faire le crédit immobilier nécessaire pour son acquisition. De plus en plus de ces vendeurs et agents immobiliers demandent une attestation qui provient soit d'une banque, soit d'un courtier pour prouver que le client est bien finançable. Sachez que cette attestation, nous la proposons chez Préto depuis plus de 2 ans maintenant. Elle est entièrement gratuite. Donc, je vous invite assez fortement, si vous faites en ce moment des recherches immobilières, à prendre rendez-vous avec un expert Préto qui vous accompagnera dans vos réflexions et qui mènera l'analyse nécessaire sur votre situation et sur votre dossier pour produire ce document qui fera un effet important auprès de votre vendeur et qui, je l'espère pour vous, vous aidera beaucoup à le convaincre que vous êtes le bon acheteur pour lui. Voilà pour cette première partie. J'ai un peu balayé des conseils génériques qui sont adaptés à la situation que nous connaissons en ce moment. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième phase de notre discussion. Je vais descendre les questions que vous avez posées et je vais y répondre au fur et à mesure. La première question nous vient de Tarek. Que peut-on faire si notre épargne est conséquente mais pas facile à débloquer, PEA, assurance vie, etc. Alors, sachez que vous avez du temps pour débloquer votre épargne. En réalité, le plus important est de montrer au banquier que vous l'avez. Vous allez devoir produire des justificatifs, des relevés de compte qui vont faire partie de votre dossier de demande de crédit immobilier. Et entre le moment où vous signez le compromis et donc vous demandez le crédit et le moment où vous débloquez les fonds, plusieurs mois s'écoulent. Donc, rassurez-vous, vous aurez le temps de débloquer votre PEA et votre assurance vie. Dans certains cas, si jamais votre épargne dépasse les fameux 10% dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être même que le simple fait d'avoir l'épargne sur les comptes suffira au banquier pour vous accorder le crédit et donc vous n'aurez même pas besoin de débloquer. Je passe à la question de Nicole qui nous avait demandé en amont de ce webinaire: à la retraite, paye-t-on l'assurance plus cher? Donc vous parlez, Nicole, je pense, de l'assurance emprunteur qui effectivement est liée à bien souvent l'âge de l'emprunteur puisque c'est une assurance qui couvre des risques de santé. Donc, effectivement, quand les emprunteurs plus âgés payent leur assurance emprunteur un peu plus cher. Sur ce point, de la même manière, je vous invite à comparer, comme vous comparez les banques quand vous faites un crédit immobilier. Sachez-le, vous pouvez prendre un contrat d'assurance emprunteur différent de celui que la banque vous le propose, et si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à contacter votre expert Préto à ce sujet si vous voulez un accompagnement. Brice nous demandait: j'ai entendu dire que certaines banques recommencent à faire du calcul d'endettement au différentiel. Pouvez-vous confirmer cette information? C'est une question importante pour les investisseurs. Je suis bien conscient que c'est une question très importante pour les investisseurs. De notre côté, nous savons que la plupart des banques ne proposent pas d'emprunt avec un endettement différentiel, puisque comme je vous le disais en introduction, ce n'est pas conforme aux recommandations du HCSF. Certaines banques, dans des cas rares, des banques régionales, proposent encore parfois le dispositif, mais on n'a pas vu d'évolution sur ce sujet récemment, malheureusement. Benjamin nous demandait comment est calculé le taux d'endettement pour un projet d'investissement locatif pour des locataires. Alors, c'est une bonne question. Quand on réalise un investissement locatif, on prend en compte dans le calcul du taux d'endettement les revenus à venir du projet. Donc, si vous achetez un appartement dont vous êtes convaincu que vous allez réaliser des loyers de 1 000 € en louant cet appartement, sachez que la banque va prendre en compte 70% de ce loyer à venir dans le calcul de votre taux d'endettement. Donc, en l'occurrence, 700 €. Évidemment, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence pour votre calcul. Ça reste néanmoins des calculs un peu compliqués. Je vous recommande de vous appuyer sur les réponses du simulateur Préto et de faire une vérification avec un courtier comme votre expert Préto pour vous assurer que vous ne vous trompez pas sur le calcul du taux d'endettement et vous ne faites pas d'offres sur des biens sur lesquels vous ne serez ensuite pas finançable. Elodie demande:
Le taux d'endettement de 33% inclut-il l'assurance? C'est une très bonne question parce qu'on n'y pense pas assez. Oui, l'assurance est incluse dans le calcul du taux d'endettement que fait la banque. Certaines banques, pour être tout à fait honnête avec vous, ne font pas ce calcul, mais la règle rigoureuse est que oui, vous devez l'inclure. Donc ça doit faire partie du travail de comparaison des banques que vous allez devoir mener si vous recherchez un crédit immobilier. Lorsque Préto nous fournit une attestation financière, un prêt conso existant est-il pris en compte sur la durée totale du crédit IMO ou bien seulement sur la durée restante du prêt conso? C'est Florian qui nous pose cette très bonne question. Alors, ça rejoint le point que je mentionnais un peu plus tôt de l'optimisation que vous pouvez faire de vos prêts existants pour améliorer votre calcul du taux d'endettement. Deux cas de figure. Si votre prêt à la consommation reste complètement indépendant de votre projet immobilier, alors oui, la banque va devoir prendre en compte l'impact de ce prêt consommation sur toute la durée du projet. En revanche, si vous faites racheter le prêt à la consommation par la nouvelle banque qui va vous faire le crédit immobilier, ou si vous arrivez à la convaincre de lisser le crédit immobilier sur le prêt à la conso, alors le taux d'endettement résultant tiendra compte du fait que pendant la première partie de votre crédit immobilier, votre mensualité sera réduite. Donc évidemment, c'est ce qu'on vous conseille de faire s'il n'est pas possible pour vous de réduire votre prêt à la consommation, de rembourser votre prêt à la consommation par anticipation. Est-ce que la participation et intéressement sont pris en compte dans les ressources? Généralement, non. Le banquier va réduire et limiter son étude de vos revenus aux revenus qui contribuent à votre situation financière tous les mois. Il va regarder ce qui atterrit sur votre compte en banque, pour être très prosaïque, parce qu'il sait que c'est ça qui va permettre de contribuer de manière directe à votre capacité de remboursement chaque mois dans les années qui viennent. Donc la participation et l'intéressement feront partie de la qualité de votre dossier, puisque potentiellement vous pourrez choisir de débloquer ces poches d'épargne pour augmenter votre apport, mais malheureusement, ils ne serviront pas à vous faire passer les fourches codines de la banque sur le taux d'endettement. Enzo qui nous demande quand initier une demande de prêt, une fois qu'on a trouvé le bien ou avant, si après, alors comment connaître son budget plafond? C'est effectivement le serpent qui se mord la queue. Vous êtes nombreux à vous poser cette question. En fait, il faut le faire en deux étapes. La première étape, quand vous démarrez un projet immobilier, c'est de vous rapprocher d'un courtier comme Préto qui va vous accompagner dans le calcul de votre capacité d'emprunt. C'est pas à ce moment-là que vous pouvez lancer une demande de prêt. Aucune banque ne pourra instruire une demande de crédit si vous n'avez pas déjà trouvé un bien à financer. Donc, contentez-vous de consulter un expert qui va vous répondre sur votre budget immobilier sur la base d'une analyse fine de votre situation financière. Faites vos visites, trouvez le bien de vos rêves, et seulement au moment où vous avez reçu une offre d'achat à valider et où vous voyez une offre d'achat acceptée, et où vous voyez la signature du compromis arriver, là, c'est le bon moment pour préparer votre dossier de demande de prêt. On vous conseille de préparer ça un peu en amont du compromis pour que le jour où vous avez signé votre compromis et donc vous déclenchez le chronomètre des conditions suspensives, vous soyez prêt à envoyer votre dossier en banque, de préférence avec votre courtier, parce qu'ensuite le temps est compté, donc vous serez content d'avoir démarré avec un peu d'avance. Acheter neuf ou ancien, quels avantages en termes de prêt? Alors, neuf ou ancien, sur la partie immobilière, je ne vais pas me prononcer. Nous, on est vraiment des spécialistes plus de la partie financement. Mais, donc, pour ce qui concerne le prêt, il y a une vraie différence, c'est que les frais de notaire sont plus faibles quand vous achetez du neuf et que dans un certain nombre de banques, il est possible aujourd'hui du coup d'avoir un apport qui est inférieur à 10%, plutôt de l'ordre de 5% si vous achetez un bien neuf. Donc ça fait une vraie différence. Par ailleurs, si vous achetez un bien sur plan en VFA qui donc reste à construire, sachez que le financement sera adapté à cela puisque vos mensualités de crédit ne commenceront à arriver que lorsque vous habiterez le bien. Et donc, ce financement va s'adapter à votre achat dans le neuf. Donc, pour faire court, je pense qu'il ne faut pas choisir d'acheter du neuf ou de l'ancien spécifiquement à cause du financement, mais sachez quand même que le fait d'avoir un apport un peu plus faible peut être une raison de regarder de plus près les biens neufs dans les zones qui vous intéressent. Et du coup, j'ai répondu à la question d'Olivier sur l'apport nécessaire pour acheter dans le neuf. Pour les banques qui le proposent, c'est souvent un peu en dessous de 5% du montant du projet. Laurent demande, en tant qu'acheteur, à quoi nous engage une offre d'achat pour un achat immobilier sur plan?
Alors, cette question est posée spécifiquement pour un achat immobilier sur plan, mais en fait, la réponse est la même pour un bien ancien. Quand vous faites une offre d'achat, vous êtes engagé essentiellement moralement, vous n'êtes pas engagé contractuellement. Tant que vous n'avez pas signé de compromis de vente ou de contrat de réservation, vous pouvez vous rétracter. Spécifiquement, dans le cas du compromis de vente, sachez que même après l'avoir signé, vous avez encore 10 jours pour vous dégager. Donc, le conseil qu'on vous donne chez Preto, quand vous êtes sur un marché très tendu, notamment à Paris ou dans les autres grandes villes françaises, dégainez vite une offre si vous voyez un bien qui vous plaît, produisez un document comme l'attestation Preto qui va vous aider à défendre votre dossier et à le faire un peu ressortir dans la pile de dossiers que va recevoir le vendeur. Et ensuite, refaites des visites, par exemple en prétextant de faire venir un entrepreneur pour faire des travaux. Et là, si vous le souhaitez, vous pourrez vous en dégager. Le but du jeu n'est pas de faire perdre du temps aux vendeurs ou aux agents immobiliers, bien sûr, mais sachez que le marché est tellement tendu que si vous ne procédez pas comme ça, si vous ne faites pas des offres rapidement, malheureusement, les plus beaux biens vont vous passer sous le nez. Une autre question de Gassan. Est-ce que les banques françaises accepteront toujours de financer les projets locatifs en France des expatriés français non résidents fiscaux? Oui. À notre connaissance, ce n'est pas quelque chose qui a changé avec la crise et que nous avons connue. Si vous êtes dans les critères des banques qui financent des non-résidents, ce qui implique notamment d'avoir un apport significatif, pour le coup plutôt de l'ordre de 20%, sachez que vous êtes finançable sans spécificité particulière. Là, pour le coup, pareil, on vous conseille vraiment de vous faire aider par un expert sur ce sujet. Question de Laurent. Quel délai peut-on négocier avec le notaire une fois le compromis de vente signé afin de regrouper les fonds de nos différents moyens de financement? Alors, j'ai déjà un peu partiellement répondu à cette question, mais je vais revenir sur les délais qui séparent la signature du compromis de vente de la signature de l'acte authentique. Le délai le plus important que vous devez avoir en tête, vous qui recherchez un crédit, c'est les conditions suspensives. Donc, c'est la période de temps pendant laquelle vous devez trouver un crédit et à l'issue de laquelle, si vous n'avez pas réussi à trouver le crédit, vous pouvez vous dégager de la vente. En ce moment, on vous conseille de demander 2 mois de conditions suspensives. C'est plus prudent. Les notaires ont pris l'habitude maintenant d'accorder des délais qui sont longs parce qu'ils savent que les banques, même si, comme je vous le disais, les délais sont plus courts maintenant, ont été quand même très perturbés par la crise du Covid et donc peuvent mettre du temps à vous accorder un crédit, même si votre dossier est de bonne qualité. Ça, c'est le sujet principal du crédit. C'est tellement un délai long, 2 mois, que normalement, vous aurez le temps de regrouper pendant cette période-là les fonds de vos autres sources de financement. On a parlé tout à l'heure de l'assurance vie, du PEA, etc., qui sont généralement beaucoup plus faciles à débloquer. Même chose pour les PEE, les différents plans d'épargne d'entreprise. Vous aurez toujours le temps, de notre expérience, pour débloquer ces fonds, le temps de trouver votre crédit immobilier. Brice nous dit qu'il utilise PretoSearch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, PretoSearch, c'est une application que nous avons lancée qui vous permet d'agréger les annonces immobilières de toutes les grandes plateformes que vous connaissez sûrement, Se Loger, Le Bon Coin, mais aussi des plus petites plateformes qui parfois ont des annonces très intéressantes. Donc, Brice nous demande pourquoi il n'est pas possible de filtrer les immeubles de rapport dans cette application. Alors, c'est une bonne question, on va regarder, mais à ma connaissance, ce n'est pas une information qui est systématiquement bien référencée par les plateformes, et donc nous ne l'avons pas isolée. On a récemment fait le distinguo entre les appartements et les maisons, mais je ne crois pas que nous serons en capacité de vous isoler les immeubles de rapport, malheureusement, Brice. Maxime demande, concrètement, comment accompagnez-vous vos clients dans ce contexte? Avez-vous des arguments pour éviter un refus de prêt de la part des banques? Alors, c'est une très bonne question. Tout est dans la présentation du dossier de crédit immobilier. Quand un expert Preto se rapproche d'un établissement bancaire pour négocier un taux et pour présenter un dossier de crédit immobilier, sachez qu'il a en amont mené une analyse qui est très poussée, qui permet d'identifier tous les points forts et tous les points faibles du dossier de crédit et de raconter une histoire qui est cohérente au banquier. Le plus important pour le banquier, c'est d'avoir une histoire qui le rassure sur le fait que le projet que vous voulez mener a du sens d'un point de vue personnel, financier, professionnel. C'est important de tout de suite mettre en avant les éventuels points faibles. Si vous avez eu un petit trou de trésorerie dans les derniers mois, si vous avez eu une baisse de revenus, mieux vaut le dire tout de suite et bien expliquer et rassurer le banquier que c'est quelque chose qui ne se reproduira pas. Soyons clairs, le fait de faire appel à un professionnel sur ce genre de sujet va beaucoup vous aider. C'est un peu comme avoir un avocat. Nous avons l'habitude de discuter avec les banques, nous savons dire
ce qui est important pour elles. Nous savons mettre en valeur les arguments, notamment en termes de contrepartie, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il va falloir domicilier vos revenus et souscrire à d'autres produits bancaires. Nous savons comment mettre ça en face des éventuels défauts qui peuvent venir avec un dossier de crédit. Et ça fait vraiment la différence pour le banquier qui, en plus, en ce moment, reçoit beaucoup de dossiers qui ne sont plus finançables à cause du HCSF, qui ont parfois un peu l'impression de perdre du temps et qui préfèrent dire non un peu vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment arriver avec un argument en béton. Quelle est la tendance que vous observez depuis la rentrée dans le volume de dossiers soumis aux banques? Quel taux d'acceptation? Pas de problème, Florian, on en a un petit peu parlé, effectivement. Spécifiquement, depuis la rentrée par rapport à ces vacances d'été, c'est un peu un phénomène classique qu'on voit tous les ans. Les banques rouvrent un petit peu les vannes parce qu'elles sont de retour de vacances. Donc, on a observé que les délais sont tout à fait corrects et que tant que vous rentrez dans les critères du HCSF, on n'a pas de sujet d'acceptation majeure. Le sujet principal reste donc le HCSF, la limite qu'il met sur les 33% d'endettement et la façon dont vous calculez vos revenus pour rentrer dans cette limite. Depuis la crise, est-ce que le secteur d'activité et le poste a un impact pour l'obtention du crédit? Alors, c'est quelque chose qu'on est encore en train de découvrir. Les banques ajustent leurs critères de décision à ce sujet. Ce qu'on observe pour l'instant, si vous êtes salarié et que vous n'avez pas eu de chômage partiel de manière significative, tout va bien. Si vous avez eu du chômage partiel, là, il va falloir un petit peu mieux expliquer la façon dont votre entreprise va et quelle est la perspective pour vous et pour votre poste. Et plus spécifiquement, si vous êtes une profession libérale et que vous avez connu une baisse de revenus, ce qui serait assez logique dans les derniers mois, comme toujours, ça s'explique, mais il faut arriver avec une histoire claire qui explique pourquoi vos revenus vont reprogresser dans les mois qui viennent et dans l'année qui vient. Autre question de Brice. Je suis à la recherche d'un courtier qui connaît des banques qui financent des SCI constituées d'une personne physique et d'une personne morale. Préto ne propose pas de courtage pour les SCI. Alors, c'est un cas bien spécifique, mais effectivement, on ne propose pas de financement pour toutes les SCI. Préto, nous accompagnons les SCI à l'impôt sur le revenu, à l'IR. En revanche, on ne couvre pas les autres cas. En revanche, si vous le souhaitez, on peut vous mettre en contact avec des confrères qui sont spécialisés de ce type d'opération. Mon notaire m'a indiqué qu'il y a de plus en plus de banques qui refusent des demandes de financement par le simple fait qu'il y a un courtier à rémunérer. Pourquoi ne proposez-vous pas une option? C'est le client qui finance l'intégralité des honoraires de courtage. Alors, ce n'est pas tout à fait exact ce que votre notaire vous a indiqué, Brice. En réalité, certaines banques font le choix de ne plus travailler avec les courtiers avec lesquels elles avaient l'habitude de travailler, ce qui est leur choix le plus strict. En revanche, elles ne font pas de refus de prêt. Ce serait inacceptable, bien sûr. Si votre dossier est apporté par un courtier, il ne sera potentiellement pas étudié et la banque vous demandera de venir en direct dans les cas où ça arrive, mais il n'y aura pas de refus de prêt pour cette raison, je vous rassure. Par ailleurs, sachez que chez Préto, et c'est ce que vous soulevez, Brice, on n'a pas nécessairement besoin d'être rémunéré par la banque pour discuter avec elle de votre projet et pour le présenter et pour le défendre. Notre modèle qui, comme vous le relevez, comporte une part de frais qui sont à la charge des emprunteurs, nous permet d'avoir avant tout en tête de favoriser la réussite de votre projet et donc va nous amener à consulter des banques, y compris les banques qui sont les vôtres, pour vous présenter et pour vous défendre votre dossier, si on pense que ce sont les banques qui seront les mieux placées pour vous apporter un bon taux ou vous accorder le crédit si votre situation ne passe pas dans toutes les banques. Que penser d'un prêt à taux variable actuellement? Les taux vont-ils remonter dans les années qui viennent? Demande Florence. Alors, je ne me risquerai pas à faire de prévisions sur les taux et leur remontée dans les années qui viennent. Trop s'ils sont risqués et se sont trompés à ce sujet. Par contre, je vais vous répondre sur le taux variable. C'est quelque chose qu'on ne recommande pas chez Préto. Déjà, il faut savoir que les banques le mettent plus du tout en valeur parce qu'elles savent que ce n'est pas une offre qui est très compétitive. Mais par ailleurs, avoir un taux fixe, c'est une sécurité extraordinaire sur des durées longues. Vous êtes complètement protégé des évolutions du marché. Et sachez que les gens qui ont pris des prêts à taux fixe dans les dernières années, de toute façon, ont pu renégocier quand les taux ont continué à baisser. Donc en fait, les taux sont déjà variables, mais ils ne sont qu'à la baisse. Donc on vous recommande vraiment de prendre un taux fixe et de vous sécuriser sur ce sujet.
Jean-Laurent demande, en tant que fonctionnaire, est-ce qu'il est plus facile d'obtenir un prêt à un taux avantageux dans le contexte actuel? Alors, les fonctionnaires ont toujours été un peu les chouchous des banques. La crise n'a rien changé de ce point de vue-là. Certaines banques en particulier ont des offres bien spécifiques avec une garantie qui est moins chère, ce qui permet de réduire la mensualité dans l'ensemble. Et c'est vrai, les banques aiment beaucoup les profils des fonctionnaires puisqu'elles présentent un bon niveau de sécurité. Après, ça va rester un élément de l'analyse qui va être à mettre au regard de vos niveaux de revenus et votre endettement actuel. Donc, ça ne va pas non plus tout changer. Malheureusement, vous n'aurez pas un taux qui sera radicalement inférieur à la moyenne du marché, mais vous aurez néanmoins un bon taux potentiellement et vous aurez plus de facilité, en tout cas, à faire passer votre dossier de crédit si vous avez le statut de fonctionnaire. Question de Benjamin et de Marie. Est-ce qu'on peut changer d'assurance de prêt après avoir signé un prêt avec une banque? Alors oui, c'est possible. Les gouvernements ont libéralisé le marché de l'assurance emprunteur. Vous avez peut-être entendu parler de loi Hamon et de loi Bourquin. La loi Hamon vous permet de changer d'assurance emprunteur dans les 12 mois qui suivent le déblocage de votre crédit immobilier. Et la loi Bourquin qui a suivi vous permet ensuite de changer tous les ans à date anniversaire. Alors, sachez que c'est un petit peu de paperasse, je préfère vous prévenir. Néanmoins, il y a des économies très significatives à la clé si vous réalisez ce changement d'assurance. Donc, si vous décidez de le faire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller préto. C'est le genre de choses sur lesquelles on peut vous accompagner, bien sûr. Recommandez-vous de d'abord réaliser un investissement locatif, puis plus tard résidence principale ou l'inverse? Question de Clémentine. Alors, c'est une question qui est assez complexe, qui dépend honnêtement de votre situation personnelle. Les banques ont plutôt l'habitude de voir arriver des dossiers où on commence par la résidence principale et ensuite on fait l'investissement locatif. Ça, c'est une réalité. Quand vous êtes locataire et que vous souhaitez faire un investissement locatif, sachez que la banque, dans ce cas précis, va compter votre loyer dans votre taux d'endettement. Donc, c'est pas ce que les banques ont le plus l'habitude de voir. Néanmoins, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas la visibilité nécessaire pour acheter votre résidence principale, parce que vous vous dites que vous ne savez pas où vous serez dans 2 ou 3 ans, si vous habitez dans une ville où les prix sont très chers comme Paris, acheter une résidence principale, votre résidence principale n'est peut-être pas la panacée. Il est possible, effectivement, dans ce cas particulier, que commencer votre entrée dans le marché de l'immobilier par un investissement locatif soit une solution plus pérenne et vous permette d'attendre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les prochaines étapes de votre vie avant d'acheter votre résidence principale. En revanche, si vous êtes relativement certain de là où vous voulez habiter et si vous avez les moyens d'acheter la surface qui vous permet de ne pas déménager dans les 5 prochaines années, alors dans ce cas précis, acheter votre résidence principale peut être une meilleure idée pour vous d'un point de vue purement financier. En tant que maman solo, l'assurance sera-t-elle plus chère et le crédit plus difficile à défendre? Question de Majda. Alors, pour la partie assurance, ça ne changera rien. Je vous rassure tout de suite. Vous aurez besoin de vous assurer à 100%. Je ne rentre pas dans les détails. Votre conseiller pourra vous accompagner sur ça, mais l'assurance ne sera pas plus chère parce que vous êtes solo. Le crédit sera-t-il plus difficile à défendre? Pas particulièrement. Le banquier va regarder à la fois votre taux d'endettement, dont on a déjà beaucoup parlé, et votre reste à vivre. Si la mensualité de crédit que vous allez payer n'est pas significativement différente du loyer que vous payez aujourd'hui et que cette mensualité est inférieure à 33% de vos revenus, le fait d'être maman solo ne va pas particulièrement vous désavantager, heureusement, par rapport à d'autres emprunteurs. Alex demande, sentez-vous une baisse de la demande immobilière depuis la crise du Covid? Alors, on a vu plusieurs phases. Il y a eu la phase du confinement, pendant laquelle, évidemment, les choses étaient à l'arrêt. À la sortie du confinement, on a observé une très forte reprise. Vous êtes, je pense, nombreux pendant cette période déjà à avoir dû mettre votre projet en pause et puis peut-être à avoir eu l'occasion de réfléchir à ce que vous vouliez faire d'un point de vue immobilier. Ça s'est vu, que le marché a été très actif en juin. Pendant le mois de juillet et le mois d'août, période traditionnelle des vacances d'été, les choses ont été un peu plus calmes. Et depuis au mois de septembre, on a vu une reprise progressive, honnêtement pas extrêmement forte. On sent que vous êtes un peu plus attentiste que vous ne l'étiez il y a 1 an. Peut-être parce que vous attendez de voir comment le marché évolue, peut-être que votre situation professionnelle est un petit peu suspendue avec la crise du Covid. Donc, en synthèse, on voit un marché qui est quand même assez nettement plus calme qu'il ne l'était il y a 1 an.
Actuellement propriétaire d'un appartement en résidence principale, j'envisage de le mettre en location et d'acheter dans la foulée une maison qui deviendra ma nouvelle résidence principale. Quels sont les points de vigilance et conseils éventuels pour accomplir cette opération? Question de Loïc. Alors, c'est tout à fait faisable, Loïc. Il faut néanmoins que je vous alerte sur le fait que votre taux d'endettement va être assez fortement impacté par cette opération. Alors, évidemment, ne vous connaissant pas, je ne sais pas quel sera le loyer que vous pourrez tirer de votre résidence principale, mais il faut que vous gardiez en tête que la banque ne retiendra que 70% de ses loyers dans le calcul de vos revenus qui seront pris en compte dans le taux d'endettement. Il y a donc de fortes chances que 70% de vos loyers ce soit assez nettement inférieur à la mensualité de crédit que vous payez aujourd'hui pour votre résidence principale. Donc la conséquence, c'est que vous allez partir un peu avec un boulet au pied en termes de capacité d'endettement pour acheter votre nouvelle résidence principale. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous avez de la marge, que vos revenus sont suffisants pour vous permettre de compenser ces 30% de loyer que la banque ne va pas prendre en compte, alors d'un point de vue financement, rien à dire, vous allez vous éviter de revendre un bien qui vous avait coûté 8% de frais de notaire, donc c'est potentiellement une très bonne opération pour vous. Je souhaite changer d'assurance emprunteur, j'ai déjà fait plusieurs devis chez vous, j'ai à peine 500 € de différence, je ne vois pas le gain significatif. Que me conseillez-vous au final? Question de Marie. Alors, je ne connais pas votre dossier, bien entendu, Marie. Ce que je vous conseille et recommande de faire, c'est de regarder les économies que vous pourrez réaliser pendant la période de votre crédit immobilier que vous pensez effectivement rembourser. Concrètement, en moyenne, les Français remboursent leur crédit immobilier au bout de 7 ou 8 ans parce qu'ils revendent leurs biens. Je vous conseille donc, si c'est votre cas, si vous n'êtes pas certaine de passer plus de 7 ou 8 ans dans votre bien, de regarder les économies réalisées pendant cette période-là. Si effectivement les économies ne sont pas significatives, comme vous semblez le dire, et ça c'est votre appréciation personnelle, alors vous pouvez peut-être vous éviter de faire ce changement qui sera un peu chronophage pour vous comme. Quelle est la meilleure période pour obtenir un crédit IMO? Question de Dimitri. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est un peu plus compliqué. C'est assez prosaïque, c'est les vacances. Donc les vacances d'été, les vacances de Noël, puisque beaucoup de banquiers sont en vacances à ce moment-là, donc les délais sont rallongés. En dehors de ça, honnêtement, on ne vous conseillera pas d'essayer de choisir la période de votre achat immobilier en fonction du crédit. On sait souvent que c'est difficile d'avoir un beau bien. Notre conseil, ça va être plutôt faites votre recherche immobilière, trouvez le bien de vos rêves, et ce sera ça qui va déterminer le timing de votre projet. Je souhaite investir dans le locatif, je suis déjà propriétaire de la résidence principale, je suis à 30% d'endettement. J'épargne 35% de mes revenus, je suis fonctionnaire, les banques sont frileuses, est-ce normal? Oui, je sais que c'est pas forcément logique, Marie, qui nous pose cette question. Si vous épargnez 35% de vos revenus, vous devriez pouvoir dire que vous avez en fait une grande capacité à vous endetter plus. Malheureusement, sur ce point-là, les banques sont tenues par la recommandation du HCSF, les fameux 33% dont je vous parle depuis le début de ce webinaire, et il va s'appliquer à vous aussi. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, dans les recommandations du HCSF, il y a la possibilité de faire des exceptions pour une petite partie du flux de crédit immobilier. Il n'est pas impossible que vous rentriez dans ces exceptions, Marie. Du coup, là pour le coup, ça nécessiterait une analyse un peu plus approfondie de votre dossier. Je vous recommande de prendre rendez-vous avec un expert Préto pour évaluer si ça peut être le cas pour vous. Et pour finir, Stella me tend une petite perche. Quels sont les avantages à passer par Préto? Ce sera la dernière question à laquelle je vais vous répondre ce soir. Alors si vous êtes là, vous nous connaissez déjà un petit peu. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de tester un petit peu les différents outils qu'on met à votre disposition. La différence et que vous allez pouvoir observer en passant par Préto, c'est avant tout le fait que vous allez pouvoir avoir une expérience beaucoup plus simple, puisque l'essentiel de votre demande de financement et de la réflexion de votre projet va se faire en ligne avec deux choses. D'une part, tous les outils de simulation qu'on met à votre disposition qui vont vous permettre en toute autonomie de réfléchir à votre projet. Quel apport, quelle durée, est-ce que vous pouvez faire des travaux, etc., etc. Et en parallèle de ça, on met à votre disposition complètement gratuitement un expert qui est dédié à votre projet, qui sera votre interlocuteur tout au long de votre réflexion et de votre recherche de crédit. Cette personne sera vraiment là pour vous, pour déjà vous aider à réfléchir et ensuite pour négocier avec les banques. Tout ça est gratuit.
vous n'aurez à vous acquitter des frais prétaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, que si vous décidez de choisir le crédit immobilier que nous aurons négocié pour vous. Mais c'est vous qui gardez la main et qui gardez cette décision. Voilà, je suis très content d'avoir eu l'occasion de répondre à toutes ces questions très intéressantes. Merci beaucoup de votre présence ce soir et de votre attention. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, on sera ravis de vous y répondre. N'hésitez pas à nous écrire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup.